Bonjour à tous. Alors, je vous propose une visite virtuelle de l'UCO Vannes avec la présentation de la licence Sciences Éducation. Cette licence s'adresse à des étudiants qui envisagent comme débouché professionnel le métier de professeur des écoles, les métiers socio-éducatifs, style éducateur, assistante sociale, ou les métiers de la petite enfance. En sachant que pour aborder ces différents métiers, la licence ne suffit pas. Il faut envisager des diplômes complémentaires, soit après la licence, après les 3 ans de la licence, ou alors diplômes complémentaires dans lesquels on peut tout à fait s'inscrire sans pour autant finir sa licence. La licence obligatoire pour les métiers de professeur des écoles, les métiers de la formation, où là, vous avez une licence plus un master, éventuellement un concours à passer. Mais pour les métiers d'assistance sociale, d'éducateur, ces écoles sont accessibles à niveau bac. Donc, un étudiant peut tout à fait décider de finir sa licence, finir ses 3 ans, ou de s'arrêter au bout d'un an, 2 ans, pour aborder ces concours d'entrée dans ces différentes écoles. Donc, vous voyez que le parcours, enfin votre parcours dans la licence dépendra en fait de votre projet professionnel et il y a finalement par rapport à certains métiers une certaine liberté. Mais la chose la plus importante à comprendre, c'est que la licence en tant que telle, sciences d'éducation, au bout de ces 3 années, n'ouvre pas pour la majorité de ces métiers directement vers ceci, hein. Un complément d'études est exigé. Alors, que vous propose-t-elle cette licence? Eh bien, elle vous propose, je vais vous la présenter, elle vous propose 5 grandes catégories de cours. Première catégorie, je commence évidemment par celles qui sont les plus importantes, qui désignent ou qui spécifient la mention. Ce sont tous les cours en sciences de l'éducation, en sciences humaines et sociales. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales? Des cours de psychologie, évidemment très orientés sur le développement de l'enfant et de l'adolescent, des cours de sociologie, y compris sociologie de l'éducation, les cours de psychosociologie qui examinent plutôt la configuration d'un groupe et du fonctionnement d'un groupe, les cours de philosophie de l'éducation, les cours d'histoire de l'éducation, également les cours d'épistémologie des sciences humaines, des sciences d'éducation, c'est comprendre comment ces sciences d'éducation sont-elles globalement des sciences. Je me permets de définir ce terme parce qu'il est moins connu évidemment que le terme de psychologie ou de sociologie. Voilà pour la première catégorie de cours que nous vous proposons durant les 3 ans. Deuxième catégorie, des cours qui s'inscrivent encore dans les sciences d'éducation, mais ce sont des cours qui reprennent actuellement les grands enjeux éducatifs contemporains. Alors, bien évidemment, j'ai envie de vous dire les thèmes qui sont à la mode dans ce secteur, le numérique. Donc, nous avons toute une approche du rapport au savoir à l'ère du numérique. On a également des cours plus concrets qui vont préciser quelles sont les pédagogies du numérique, mais également aussi un cours qui s'adresse à quelles que soient finalement les orientations, qui s'adresse autant à des personnes qui veulent aborder la petite enfance, métiers socio-éducatifs ou le professorat des écoles, un cours sur éthique et numérique, hein. L'éthique étant toute la question du bien ou du mal. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal à l'égard de la personne,
de son respect et évidemment à l'égard d'autrui, hein. Donc l'éthique va se préoccuper de cette question dans l'usage du numérique. Qu'est-ce qui peut être valorisé? Qu'est-ce qui peut être condamnable? D'accord? Voilà cette grande question qui aujourd'hui est très très importante par rapport à l'éducation des jeunes à l'égard de l'usage du numérique. Autre grande thématique qui fait partie de ces grands enjeux contemporains, l'interculturalité, hein. L'interculturalité, comment éduquer comment éduquer un enfant, comment être face à un groupe d'enfants, je répète, quelle que soit son orientation professionnelle, alors qu'on a en face de soi différentes cultures, hein. Donc toute cette question de comment comprendre le processus ou la dimension d'interculturalité par rapport au système éducatif actuel, hein. Troisième catégorie de cours, une catégorie beaucoup plus méthodologique et qui va être évidemment consacrée à tout ce qui est maîtrise des outils, maîtrise des méthodologies. Donc, nous commençons évidemment en toute logique, notamment en première année, par des cours de méthodologie du travail universitaire. Parce que l'ensemble des cours vont être validés, soit par des écrits sur table, soit par des dossiers, par des oraux. Et il faut savoir comment écrire un dossier, comment le présenter. Il y a des normes d'écriture à acquérir, hein, qui ne sont pas forcément travaillées au lycée parce que ce n'est pas exigé, hein. Ce cours de méthodologie du travail universitaire fait comprendre un petit peu comment on écrit un texte autour d'une problématique, comment on fait une bibliographie, comment on fait des citations, comment on fait des références de citations, c'est-à-dire des références aux auteurs, comment on évite le plagiat. Toutes ces grandes questions qui ne sont pas forcément passionnantes, mais qui sont essentielles pour obtenir des évaluations positives dans le cadre universitaire. Parce que le fond, bien sûr, est très important, mais la forme également de l'écrit entre en ligne, enfin entre dans l'évaluation des dossiers. Un autre cours qui complète ce cours de méthodologie du travail universitaire, c'est un cours de veille informationnelle et technique documentaire. Alors, essentiellement axé sur le numérique. Pourquoi? Parce que maintenant, vous pouvez accéder à beaucoup d'informations qui peuvent être des connaissances, ce n'est pas toujours le cas, sur des sites internet. Bien. Mais il faut savoir reconnaître une information qui est de l'ordre d'un savoir d'opinion, c'est-à-dire une opinion, hein, et une information qui est une connaissance scientifique. Donc, ce cours de veille va vous apprendre à bien utiliser le numérique pour décrypter ce qui est de l'ordre d'une connaissance scientifique et ce qui n'en est pas, hein. On va vous apprendre également dans ce cours à utiliser aussi les hyperliens, à ne pas s'arrêter à un premier site, en découvrir un autre. Donc, on va vous apprendre, en d'autres termes, à voyager pour cette découverte des connaissances avec le numérique, hein. Cours très, très important au jour d'aujourd'hui. Beaucoup de jeunes pensent qu'ils savent, alors qu'ils ne savent pas voyager dans ce numérique, hein, dans Internet, si vous voulez. Ensuite, vous avez également en première année un tutorat méthodologique de proposer aux étudiants pour essayer de comprendre comment on fonctionne sur le plan de l'apprentissage. Alors là, c'est plus une découverte de son fonctionnement
personnel. Ce cours-là n'est pas évalué à proprement parler, puisque il est plutôt axé sur une découverte de soi, hein. Donc, ça n'entre pas dans une validation à proprement parler. Vous avez également dans cette troisième catégorie des outils méthodologiques, les cours de culture numérique, dans lesquels on vous propose également la certification PIX. Et puis enfin, les cours de communication et expression qui reprennent toutes les techniques de la dissertation, alors sur les 3 ans évidemment, hein, techniques de la dissertation, d'analyse de texte, de résumé de texte, afin de vous préparer évidemment à la fois aux épreuves de la licence, mais aux épreuves de différents concours que vous pouvez passer dans l'avenir en fonction de votre orientation professionnelle, hein. Et éventuellement aussi vous préparer à entrer vous préparer aussi à passer ces évaluations dans les autres écoles que j'ai un petit peu présentées au début de mon propos. Quatrième catégorie. La quatrième catégorie concerne ce que nous appelons la maîtrise des langues. Et alors, il y a une chose surprenante, c'est que dans cette quatrième catégorie, nous incluons la maîtrise de la langue française. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de travail à faire sur cette langue actuellement. Elle n'est pas suffisamment maîtrisée par une majorité d'étudiants. Beaucoup de fautes d'orthographe constatées. Il y a encore un travail à faire au niveau de la structuration des phrases. Et quel que soit le bac obtenu, quelle que soit la mention obtenue, je le précise, la langue française n'est pas suffisamment maîtrisée par la majorité d'entre vous, hein. Donc, on retravaille les bases de l'orthographe, de la grammaire de la langue française et aussi, on essaye d'enrichir le vocabulaire. Cours très, très important pour tous, mais j'ai envie de vous dire, plus spécialement, c'est un cours que nous considérons comme une prépa concours pour les professeurs des écoles, hein. Un cours de préparation 3 ans, 4 ans avant, pour l'instant 3 ans pour la licence, 1 année de master avant le concours, parce qu'à ce jour, le concours professeur des écoles est encore positionné sur la première année de master. Cela pourrait évoluer, mais pour le moment, il est encore sur la première année, placé sur la première année de master. Évidemment, dans cette quatrième catégorie, nous introduisons la maîtrise des langues étrangères, ce qui est plus classique. Donc, dans cette licence sciences d'éducation, nous rendons évidemment l'anglais obligatoire. Il n'y a pas à proprement parler de première ou de seconde langue, puisque le volume horaire consacré à toutes ces langues est le même. Mais simplement, l'anglais est obligatoire. Et ensuite, l'étudiant a le choix entre l'allemand ou l'espagnol ou la langue des signes. Allemand et espagnol sont non débutants. D'accord ? Vous ne pouvez pas prendre ces 2 langues, enfin, une de ces 2 langues en licence si vous n'en avez pas fait avant, hein. Par contre, la langue des signes est proposée en tant que grand débutant, hein. Vous pouvez la découvrir dans le cadre de la licence. Alors, la langue des signes est intéressante, là encore une fois, par rapport à vos projets professionnels. Pour les métiers de l'enseignement, on préconise néanmoins plutôt une deuxième langue, espagnol ou allemand. La langue des signes, pour les professeurs des écoles, est plutôt finalement réservée à des personnes qui envisageraient d'enseigner plus tard auprès de publics en difficulté, en l'occurrence auprès de publics malentendants, hein.
Voilà. Voilà pour cette quatrième catégorie. Et enfin, la cinquième catégorie, des cours autour de la pré-professionnalisation ou professionnalisation. Alors, pourquoi je dis pré-professionnalisation? Parce que vous êtes dans une licence de culture générale. La professionnalisation s'effectue dans ce complément de formation que je vous ai indiqué au départ. Là, on est plutôt dans une logique de découverte de métier pour affiner son projet professionnel, quitte à le modifier. Vous avez pleinement le droit de modifier votre projet professionnel dans le cadre de la licence, hein, en fonction des cours que vous allez éventuellement choisir, parce que vous avez un certain nombre de cours que vous pouvez choisir. D'autres sont imposés, mais vous avez une marge où vous avez le choix, où vous pouvez autant découvrir des cours vers les métiers de l'enseignement, professorat des écoles uniquement, pas, je précise une petite parenthèse très très importante. Cette licence en éducation ne mène qu'au métier de professeur des écoles. Si vous voulez devenir professeur dans le secondaire, vous êtes obligé de prendre ce que nous appelons une licence disciplinaire, exemple, une licence de maths, une licence d'histoire, une licence de langue. D'accord? Vous ne pouvez pas prendre la licence sciences d'éducation qui est considérée comme une licence pluridisciplinaire. D'accord? Donc, je reviens à mon fil conducteur précédent qui caractérise cette cinquième catégorie consacrée à la professionnalisation ou pré-professionnalisation. Vous avez donc, vous pouvez prendre, en fonction de votre orientation, des cours, alors, soit des cours spécifiquement orientés métiers socio-éducatifs, mais vous pouvez très bien faire un panachage avec des cours qui sont plus orientés professorat des écoles parce que vous hésitez, parce que vous trouvez ça intéressant de panacher. Là, vous serez libre sur un certain nombre de choix. Mais attention, je le reprécise, il y a des cours obligatoires communs par rapport à ces trois orientations professionnelles. Vous avez évidemment des cours que nous appelons les PPPE, projet personnel professionnel de l'étudiant. Alors, plus souvent, on dit PPE, c'est plus facile à dire, c'est plus rapide à dire, mais en fait, c'est projet personnel, professionnel de l'étudiant. Où là, pendant 3 ans, évidemment, l'étudiant va analyser son projet professionnel et notamment en seconde année, il va aller à la recherche lui-même de professionnels qui vont intervenir dans les ateliers PPE pour présenter leur métier à tous, pour découvrir au travers de leurs témoignages, des réalités professionnelles, peut-être aussi, là encore, pour modifier son projet, en tout cas pour mieux connaître l'ensemble de cette famille de métiers qui sont dans la perspective de la licence sciences d'éducation. Vous avez évidemment grande force de cette licence au sein de l'UCO, c'est une proposition de stage sur chaque année filière, sur chaque année de un stage en première année, un stage en deuxième année, un stage en troisième année, de 4 semaines. Hein, que vous trouvez vous-même. Alors, on vous aide à le trouver par des cours de préparation stage où vous avez à la fois le domaine de la recherche de stage, donc CV, lettre de motivation, entretien, et là, il y a du travail à faire. Et puis, vous avez le deuxième volet de préparation stage, prépa stage, c'est-à-dire plus avec des professionnels en fonction de votre orientation professionnelle, des professionnels qui vont venir vous préparer au contenu du stage. Alors, un professeur des écoles pour les professeurs des écoles et
Pour les métiers socio-éducatifs, c'est plus difficile de trouver un même professionnel qui va rendre compte à la fois d'assistant social, à la fois d'éducateur spécialisé. Donc évidemment, ça sera souvent c'est un éducateur spécialisé, mais qui est capable, si vous voulez, de parler de cette famille de métiers, hein. Et puis un professionnel de la petite enfance également. Donc ces professionnels vous font à la fois la préparation du contenu de stage et ensuite ils reviennent une fois le stage effectué pour faire l'analyse de stage, hein. Vous avez également toujours dans la professionnalisation, dans cette pré-professionnalisation, nous proposons aux étudiants un engagement complémentaire au stage. Un engagement, c'est une activité de bénévolat où on apprend quoi? On apprend le sens de la responsabilité et fondamentalement, ce qui est primordial pour tous les métiers liés à l'éducation, on apprend la relation d'aide. D'accord? Au travers également de cet engagement qui est cette activité de bénévolat. Alors, c'est complètement ouvert. Les structures sont libres et vous pouvez très bien faire un engagement, même si ce n'est pas directement en lien avec votre projet professionnel, directement en lien avec votre stage. Vous pouvez très bien vouloir être professeur des écoles, faire un stage dans une école primaire et en même temps faire votre engagement auprès d'Emmaüs, à titre d'exemple, hein. Là, il n'y a aucune contrainte. L'idée, c'est de développer ce sens de la responsabilité, de l'engagement et de comprendre ce qu'est la relation d'aide. Voilà, de découvrir ces valeurs qui sont primordiales, quels que soient les métiers de l'éducation que vous allez envisager. Eh bien, je crois que j'ai terminé dans la présentation globale de la licence sciences éducation. Alors, on me renvoie quelques questions face à cet exposé. Y a-t-il un niveau minimum requis dans des matières du lycée? Évidemment, j'ai envie de vous dire, mieux vous allez maîtriser la langue française, plus vous avez de chances de mieux vous adapter à la licence. Mais pour autant, il n'y a pas de bac spécifique, il n'y a pas de spécialité spécifique. C'est une licence finalement pluridisciplinaire qui aborde des matières complètement nouvelles par rapport au programme de terminale. Donc finalement, une bonne culture générale, une bonne maîtrise de la langue française, une maîtrise quand même des langues étrangères, eh bien, va vous permettre de vous adapter au mieux aux cours qui vous seront proposés dans cette licence. Autre question, est-il encore possible de s'inscrire même si Parcoursup est passé? Ah là là, un petit peu difficile. Parce que actuellement, nous proposons 84 places et pas une de plus pour des raisons pédagogiques. Actuellement, effectivement, il y a beaucoup de demandes de dossiers, enfin d'entrée dans cette licence. Alors, nous sommes obligés d'attendre au mois de juin les réponses des candidats, puisque quand nous traitons nos dossiers sur Parcoursup, nous n'avons aucune idée de qui va choisir l'UCO Vannes. Donc nous attendons là actuellement les réponses des candidats et nous attendons évidemment les éventuels échecs au baccalauréat qui peuvent libérer des places au mois de juillet. En fonction de ces places-là, eh bien, on peut prendre quelques candidats. Alors, normalement, candidat
par rapport à la procédure complémentaire, mais nous ne sommes pas sûrs au mois de juin de l'ouvrir. Si nous avons beaucoup de personnes en liste d'attente, et éventuellement au mois de juillet, par rapport à des personnes qui seraient sans proposition, une commission du rectorat peut nous proposer un certain nombre de candidats. Hein. Voilà par rapport aux questions qui m'ont été posées, les réponses que je peux apporter. Eh bien, maintenant, je crois que il est important de passer la parole aux deux étudiantes qui m'accompagnent aujourd'hui, qui sont étudiantes enfin, qui ont été étudiantes en première année, puisque l'année est finie, Victoire et Astrid, qui ont connu une année tout à fait particulière, avec un départ obligé. On les a fichus dehors le 13 mars, si mes souvenirs sont bons, parce que nous étions tous confinés. Et là a commencé quelque chose qui n'avait jamais existé, je dis même depuis l'existence de l'UCO Vannes, depuis 1986, quelque chose qui ne faisait pas partie de nos gènes, qui était cette configuration de cours à distance. Parce que ça ne faisait pas vraiment partie des valeurs de l'UCO, qui développe plutôt une proximité, alors qu'on peut toujours s'améliorer. On a toujours des défauts. On peut toujours s'améliorer, mais quand même, c'est une valeur qu'on cultive, la proximité, l'échange direct avec les étudiants. Donc, c'est une situation qu'on n'avait jamais connue et on a dû y faire face. Et à distance, on a essayé de faire au mieux avec les éléments dont on disposait. Et elles vont peut-être vous parler de cela. En tout cas, elles ont une liberté de parole, je tiens à le dire, par rapport à leur vécu. Donc, je vous passe la parole, Victoire et Astrid. Bonjour. Bonjour. Ouais. Du coup, donc moi c'est Victoire. J'ai fait un bac scientifique option maths et donc je suis rentrée en première année en septembre 2019 en sciences de l'éducation pour être plus tard professeur des écoles. Suite à ça, donc on a fait notre stage, voilà. Et puis donc moi je suis partie en réorientation du coup pour cette année-là. Donc cette année-là, moi elle se finit et je vais partir plus tard en éducatrice jeunes enfants, donc dans une autre école. Mais la licence, elle m'a quand même permis d'ouvrir justement ces portes, comme on a dit tout à l'heure, du métier socio-éducatif et du métier parcours professeur des écoles. Et donc j'ai pu aussi me rendre compte avec les stages et puis les cours de pratique que bon voilà, c'était pas pour moi, mais ça m'a quand même aidé justement à affiner mon projet pour partir en éducatrice jeunes enfants. Voilà, donc moi je m'appelle Astrid, j'ai fait un bac ES spécialité maths. Donc je suis partie à l'UCO en licence sciences de l'éducation, donc dans l'optique de devenir professeur des écoles. C'est une année qui a été très enrichissante, vraiment, très intéressante. Comme première année d'université, je pense que l'UCO, c'est vraiment une bonne école et on s'y sent vraiment bien. C'est très convivial, c'est une petite fac, donc on a une proximité avec les professeurs qu'on ne peut pas avoir partout. Même pendant le confinement, même avec les cours à distance, les professeurs étaient très présents pour nous. Donc je pense qu'on a tous vécu une très bonne année malgré les circonstances. Ma première année s'est très très bien passée, donc moi je continue en L2 pour l'année prochaine, dans la même optique pour devenir professeur des écoles, et donc voilà. Vous aviez toutes les deux choisi le parcours professeur des... Oui, alors toutes les deux on est parties en professeur des écoles. Après voilà, moi après mon stage en janvier, j'ai pu aussi intégrer, si je le voulais, des cours de socio-éduc, puisque je me suis rendu compte donc vers mi-janvier que moi c'était pas pour moi professeur des écoles, donc du coup j'ai pu quand même m'ouvrir. Donc si vous partez même sur un parcours entre guillemets professeur des écoles, vous pouvez quand même vous ouvrir et aller voir d'autres cours, aller parler avec vos professeurs pour autre chose. Voilà, moi mon stage je l'ai fait en école, mais mon engagement je l'ai fait par exemple en aide aux devoirs. Et pareil, je me suis rendu compte qu'en fait, cette proximité avec les élèves hors contexte scolaire m'a plus, enfin, j'ai beaucoup plus aimé que justement dans ce cadre de classe. Donc après, voilà, on peut vraiment changer en cours d'année.
Donc, il y a toujours des passerelles, c'est très flexible et les professeurs, ils sont toujours là pour nous aider si on a des interrogations, etc. Ouais. Quels étaient vos cours préférés? Je pense que nos cours préférés, c'était les cours les plus concrets dans les matières qui se rapprochaient le plus du métier professeur des écoles. Donc, par exemple, la PPE. C'était très intéressant parce que c'était vraiment très concret. On était vraiment dans le réel, dans les vraies situations qu'on pourrait rencontrer. En analyse de stage aussi, prépa stage avant le stage et analyse de stage après. Ça, c'était aussi très, très intéressant. Après, tout ce qui était culture numérique, parce que du coup, ça nous apprend aussi à utiliser des choses qu'on ne savait pas, parce que tout le monde sait à peu près utiliser Word, Excel, mais pas vraiment pas vraiment avec tout ce qu'il y a comme outil dedans, donc c'est vrai que ça peut que faire du plus. Et puis, c'était tous les cours en TD, qui étaient en petits groupes. Le TD aussi. Donc, les maths, le français, la culture numérique, c'était en petit groupe aussi, donc dès qu'on a des questions, on peut les poser directement, les professeurs sont là aussi. Puis même, je pense que les cours en amphi, ça nous a aussi fait découvrir la fac, etc. C'est très intéressant, le contenu, il est très riche, mais ça nous apprend plein de choses. Et je pense aussi que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des liens entre les cours magistraux, ce qui fait que, par exemple, quand on a un dossier à faire dans une certaine matière, on sait qu'on aura forcément des clés dans les autres cours. En fait, tout est relié et tout se concorde. Et en fait, c'est pour ça qu'on trouve vraiment du sens dans la licence, parce que tout est lié, en fait. Toutes les idées, on peut les regrouper, essayer de faire des liens entre les matières, etc., à travers tout le contenu qu'on a. Ce qui est intéressant aussi dans la licence, c'est qu'on peut être en amphi, par exemple, avec 84, donc toute la licence entière, mais en TD, on est en moitié groupe, puis en cours, par exemple, de français ou de maths, on va être un groupe de 15 ou de 20, donc c'est vraiment varié au niveau aussi des groupes. Donc peut-être que, justement, en amphi, on peut se trouver peut-être un peu dépassé, des fois, ça peut arriver, mais en TD, justement, rattraper le tir et se dire, bon, voilà, là, je suis en TD, en petit groupe, avec le même professeur, et donc après échanger. Enfin, voilà, faut pas avoir peur aussi de l'amphi, parce que je sais que ça peut faire peur au début de se dire on est 84 dans un amphi, pour suivre c'est un peu compliqué, mais après voilà, il y a toujours on peut toujours rattraper par la suite. Et puis avec les petits groupes justement comme ça, même pour ceux qui sont pas forcément à l'aise à l'oral, ça peut vachement aider. Enfin, ça peut justement aider à s'ouvrir aux autres, et jusqu'à la fin de l'année parfois prendre du coup la parole en amphi qu'on n'aurait pas fait en septembre, quoi. Donc ça aussi, c'est vraiment bien de pouvoir de jamais avoir le même nombre de personnes en cours. Et puis moi, ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est qu'on n'a pas eu l'impression d'être jeté dans la nature en arrivant à l'UQO. On est hyper accompagnés. Et même par rapport à réaliser des dossiers, etc., on a des cours pour nous apprendre ça. Enfin, on n'est pas perdu, on a toujours de l'aide. Et c'est pour ça, moi, franchement, je trouve qu'on est vraiment bien accompagnés. Et même à travers les cours à distance, ça s'est ressenti aussi. Donc, non, franchement... dans tous les cours, je pense qu'on s'est senti plutôt bien, et il n'y en a aucun où on s'est dit « Oh, c'est horrible, je suis totalement perdue, il n'y a aucune solution pour s'y retrouver ». Non, il y a toujours des solutions. Et même si c'est le cas, il suffit juste de le dire, quoi, et on est forcément aidé derrière. Il y en a qui ont eu des difficultés, mais justement qui ont eu des soutiens par rapport aux professeurs, qui ont pu envoyer leurs cours, qui ont pu justement faire expliquer à la fin d'un cours, prendre 10 minutes, 15 minutes pour expliquer une notion pas comprise. Pareil, pendant le confinement, on a été aidés justement par rapport à ça. On avait des visios pour nous aider. Si on n'avait pas compris les mails, les profs étaient très très réactifs par mail. Donc franchement, il n'y a aucun problème par rapport à ça. C'est bien suivi. Voilà. Combien de temps dure le stage? Donc le stage, il dure 1 mois. Donc c'est super intéressant parce que du coup, on a vraiment le temps de voir plusieurs classes, de s'intégrer dans l'école. Par exemple, on a besoin de 2 semaines un peu pour s'adapter. Après, on peut faire plus de séances et plus participer à la vie dans la classe au cours des 2 semaines suivantes. Donc franchement, la durée du stage, elle est vraiment intéressante. Et en plus, moi, ce qui m'a vraiment poussée à venir à l'UQO, c'est qu'il y a un stage de 1 mois par an. Et c'est super intéressant parce que je pense que c'est primordial d'aller sur le terrain pour vraiment savoir dans quoi on s'embarque, entre guillemets. Et je pense que c'est vraiment très, très intéressant d'aller voir, même si ça peut faire peur au début. Souvent, en plus, les maîtres de stage sont super accueillants. L'UQO à Vannes, on entend vraiment beaucoup parler. Donc, les écoles à Vannes sont très accueillantes aussi pour les étudiants de l'UQO. Donc, non, franchement, c'est... Puis la prépa stage, elle aide vraiment justement à se sentir bien, à savoir par où commencer, comment s'y prendre. Et voilà, il y a toujours un petit temps d'adaptation et c'est normal. Et justement, ce temps d'adaptation est assez court. Et après, on a quand même le temps de justement se sentir à l'aise. Et puis justement, après, continuer notre stage. Et puis en préparation de stage aussi, on apprend aussi à conduire une séance. Et c'est un des objectifs du stage, c'est de conduire une séance pédagogique auprès des élèves. Donc en fait, on a vraiment toutes les clés pour vraiment réussir notre séance et que tout se passe bien de A à Z. Voilà.
Alors, me revient, je crois, l'initiative de conclure. Donc, si vous n'étiez pas avec nous là en ce moment même, vous pouvez tout à fait revoir cette vidéo qui est disponible sur la page Facebook de l'UCO. Eh bien, je vous souhaite de bonnes épreuves de bac, si vous êtes sur une année où vous passez le bac, et en tout cas un bel été après cette période de confinement. Mais attention, tout en en respectant les règles. Voilà, au revoir.